Bonjour Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons pour vous et avec vous et nous décryptons à la loupe des Sherlock les actualités et concepts innovants liés au secteur du voyage. Bienvenue dans votre série dédiée au Future of Work. Je vous invite à un voyage au cœur du monde du travail. Je suis Carole Desmolis de la team des Sherlock, experte marketing, expérience client et management. Passionnée par l'entreprise positive, je suis partie à la rencontre d'hommes et de femmes qui testent et expérimentent de nouvelles façons de travailler et collaborer. Ils sont dirigeants, DRH, managers, collaborateurs, entrepreneurs, étudiants. Ils témoignent et partagent leur vision opérationnelle des transformations managériales de l'entreprise. Ils nous parlent raison d'être, marque employeur, télétravail, équilibre, vie pro-vie perso ou encore expérience collaborateur. N'oubliez pas, ceci est votre rubrique, alors n'hésitez pas à m'envoyer vos avis et suggestions de sujets et invités. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour les Sherlockiens, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Future of Work. Alors, nous allons parler pleasure, workation. Bon, le sujet n'est pas nouveau, il s'agit de décloisonner les lieux, les temps de travail et de loisirs. Cette tendance a littéralement explosé pendant le Covid. C'est une recherche de plus de liberté, de flexibilité qui va impacter donc notre façon de voyager et de travailler. La vraie nouveauté, en fait, c'est que cette tendance désormais se professionnalise avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui sont à mi-chemin entre le tourisme et l'immobilier, les lieux de vie en tout cas. Alors, qui sont-ils? Quelle est leur vision et quelle est leur valeur ajoutée? Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Garcia de la startup Workpackers. Bonjour Jonathan. Bonjour Carole, bonjour à tous. Vous êtes de nombreux acteurs sur ce créneau à faire de plus en plus parler de vous. Raconte-nous un petit peu qui es-tu, comment est née l'aventure Workpackers? Alors, je suis Jonathan Garcia, cofondateur de Workpackers et avec mon associé, donc Kevin Pilet-Desjardins, on a décidé de monter Workpackers suite à différents constats. Kevin, lui, a travaillé pendant 3 ans en Floride en télétravail. Il était dans une boîte française dédiée en fait dans l'hôtellerie. Il était sur des produits digitaux pour l'hôtellerie et cette vie nomade l'a poussé à réfléchir à une autre façon de vivre cette expérience pour vivre différemment le télétravail. En fait, il était très isolé aux États-Unis. Il avait un manque de contact, très peu de rencontres, etc. Et du coup, l'objectif c'était de retrouver un petit peu cette sensation de vie sociale qui pouvait manquer. Et moi de mon côté, je me suis baladé dans de nombreux pays d'Amérique latine. J'ai fait notamment la Colombie, la Bolivie, le Mexique, où j'ai pu télétravailler également depuis ces lieux. Et moi, le constat était un petit peu différent. C'était plutôt le problème de connectivité, le problème d'accessibilité de lieux où je pouvais travailler dans de bonnes conditions. Ah, c'est intéressant. Du coup, en fait, les deux éléments déclencheurs ou les deux insights, comme on dirait en marketing, c'est d'une part le besoin de relations et d'autre part le besoin de lieux adéquats en fait. Donc c'est ça que vous avez décidé de mixer. Ok. Et donc vous étiez. Excuse-moi. Non, j'allais dire oui, effectivement, on se rend compte que effectivement, il existe différentes problématiques à sa façon de vivre le télétravail. Et il y en a d'autres. Mais on constate que les problèmes de solitude, d'isolement sont des sujets qui reviennent beaucoup, et également l'accessibilité effectivement à des lieux dédiés. On a des espaces de coworking, on a des bureaux partagés, mais l'idée de Workpackers c'est aussi de proposer un produit un petit peu différent qui va permettre de combiner
différentes choses, que ce soit le partage, que ce soit un hébergement dédié, justement, avec des équipements dédiés pour le télétravail. Donc c'est un petit peu ça qui a fait naître Workpackers suite à ces expériences. Alors du coup, vous étiez tous les deux salariés en fait, lorsque vous avez ressenti ce besoin de connexion et de lieu en télétravail, ou vous étiez freelance? On était salariés. Salarié. Kevin lui était chez LaunchUp, une start-up parisienne qui est orientée sur des produits hôteliers. Et puis moi, j'étais chez Axis Odyssey, un cabinet de conseil dans le voyage d'affaires. Et donc, on a vécu nos vies parisiennes pendant quelques années. Après, comme je le disais, donc on s'est déplacé, Kevin aux États-Unis et puis moi un petit peu à droite à gauche en Amérique latine. Et après ces expériences en salariat, on a eu le besoin d'entreprendre, le besoin de créer quelque chose qui nous appartenait et qui nous permettait aussi de rendre à nos futurs clients en fait cette possibilité de reprendre en main sa vie professionnelle, son équilibre vie pro vie perso qui nous manquait dans nos vies professionnelles précédentes. Et l'idée de construire Workpackers, c'est vraiment ça, c'est redonner du sens à la mobilité professionnelle. Super. Et du coup, afin de bien comprendre à qui l'offre Workpackers s'adresse-t-elle, quels sont vos profils prioritaires, vos cibles prioritaires? C'est-à-dire, est-ce que ce sont justement des télétravailleurs en entreprise, freelance, français, étrangers? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Exactement, ouais. Alors, au niveau des cibles, donc pour représenter peut-être un petit peu Workpackers de manière très rapide, donc en fait, l'idée, c'est de faire de son expérience nomade quelque chose de totalement nouveau. L'expérience nomade qui fait du monde ton nouveau bureau. Un petit peu la phrase qu'on aime bien ressortir. Et en fait, l'idée de Workpackers, c'est de proposer un réseau d'hébergement, comme je le disais, qui redonne du sens à la mobilité professionnelle de chacun. Et l'idée, c'est de s'adresser aux télétravailleurs, aux freelances, aux nomades digitaux, mais aussi aux entreprises qui souhaitent se réunir en équipe, qui souhaitent revivre des expériences dans des lieux un petit peu atypiques, dans des zones géographiques où on a peu l'habitude d'aller. Et l'idée, c'est vraiment de toucher toute cette cible de clientèle qui peut aller du coup du groupe d'entreprises, du groupe de salariés qui souhaitent se retrouver, et les individuels qui seront plutôt en mode nomade et qui aiment se déplacer d'un endroit à un autre, tout en retrouvant une qualité de travail au sein de tiers-lieux. Du coup, quelles sont les caractéristiques des hébergements que vous mettez à disposition de vos clients? Pour le démarrage de Workpackers, on a trouvé une magnifique maison dans les Landes qui est équipée de 5 chambres et qui nous permet d'accueillir entre 5 et 10 personnes. Et l'idée derrière en fait, c'est de trouver des maisons toujours dans cet esprit intimiste qui nous permettent de favoriser les échanges entre nos clients. Et notre stratégie derrière est de pouvoir trouver des maisons un peu plus grandes malgré tout pour pouvoir accueillir des plus grands groupes, parce que on constate que dans les entreprises il y a ce besoin de réunir des équipes un peu plus grandes, mais tout en gardant cet esprit intimiste pour favoriser le partage, les rencontres entre les différents voyageurs-travailleurs, comme on aime les appeler chez nous. Ok, du coup, est-ce que tu peux peut-être nous détailler un peu plus quels sont vos critères de référencement pour ces lieux de vie et de travail? Ouais, alors ça peut paraître bateau, si je puis dire, mais l'un des critères fondamentaux, c'est la connexion Internet. Oui. On pourrait croire qu'en France, on est connecté partout, mais il est très compliqué quand on recherche de l'immobilier. Il est très compliqué de trouver des maisons d'une certaine taille
dans certaines zones qui sont celles qu'on désire exploiter, de trouver la connexion Internet de qualité. Et ça, c'est un critère qui nous a pris pas mal de temps. On a passé beaucoup de temps à rechercher des maisons, on a trouvé des maisons incroyables, mais derrière, le point qui était défaillant, c'était souvent la connexion Internet. Et ça, pour un produit comme le nôtre, on ne peut absolument pas se permettre de proposer une maison où la connexion est un petit peu bancale. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver une maison où la fibre est puissante et derrière, d'avoir un environnement, un cadre de vie qui est en adéquation finalement avec les besoins de nos clients. Ce qu'on a constaté sur nos différentes enquêtes, c'est que les clients ont besoin de retrouver un petit peu de mise au vert. Le Covid a favorisé ça. Beaucoup se sont retrouvés enfermés chez eux dans un 20 mètres carrés à Paris vu mur. Le besoin de déconnexion post-Covid est tellement fort que derrière, voilà, on a besoin de retrouver cette mise au vert. Donc l'objectif, c'est de trouver une maison avec une forte connexion Internet, mise au vert, et avec des installations qui nous permettent d'avoir des espaces communs pour travailler, mais aussi idéalement avec un espace un peu plus privatif pour avoir un bureau, s'isoler pour des calls, pour des visios, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir ce combiné bien-être et espace de travail pour favoriser la productivité. Oui, donc si je comprends bien, la difficulté, c'est vraiment d'allier à la fois une connexion Internet de qualité, finalement, qu'on peut retrouver dans des villes, et ce besoin de mise au vert, ce qui inclut dans le redonner sens aussi au travail, mais aussi à l'épanouissement personnel. Hein. On sent bien, en fait, il y a à la fois un côté, on prend en compte l'individu et on prend en compte le groupe. Et ça, c'est vraiment les deux critères les deux aspects qui vous mobilisent finalement. Effectivement. Et il y a un autre aspect qui est également important pour nous, c'est bien sûr, très logiquement, de trouver un nombre de chambres en suffisance, de trouver un nombre de salles de bain en suffisance. Mais voilà, l'essence même, c'est vraiment cette combinaison productivité, bien-être qui pour nous est vraiment au cœur du projet, pour que derrière, on puisse véritablement proposer une expérience complète. On en parlera peut-être après avec cette brique tourisme qui pour nous est très importante. Mais en tout cas, voilà, de vivre dans nos maisons de façon à ce que la productivité ne soit pas mise de côté et que l'expérience du partage et des rencontres soit bien mise en avant également. Oui, donc d'où l'innovation en fait. L'innovation, c'est de rapprocher à la fois un besoin d'entreprise professionnelle et un besoin plus tourné vers l'épanouissement personnel. Et du coup, alors combien est-ce que ça peut coûter de faire appel à vos services? Alors je suppose que c'est pas du tout les mêmes clés d'entrée si c'est un télétravailleur isolé ou une entreprise, mais pour que tu puisses nous donner un ordre de grandeur, et puis quel est du coup votre business model associé? Est-ce que vous pouvez en parler? Au niveau bien sûr, au niveau des individuels, donc lorsqu'un télétravailleur veut venir chez nous, il peut trouver une chambre qui peut aller de 40 € la nuit à 85 € pour une suite avec salle de bain privative, et donc on a différentes typologies de chambres avec différentes typologies de tarifs qui nous permettent de proposer différentes possibilités selon les budgets. Pour les entreprises, on essaye également de proposer à nos clients des prix qui peuvent aller donc sur de la privatisation de la maison. On est sur des tarifs qui peuvent commencer en basse saison, on est plutôt entre 390 et 390 € pour la privatisation, et en saison on peut monter jusqu'à 450 € pour la privatisation. Ce qui est important de noter, c'est ça, par jour. Par nuitée, pardon, ouais, effectivement. Ce qui est important de noter aussi, c'est que on a une volonté
chez Workpackers, on a une volonté, c'est de proposer du slow tourisme. Et l'idée, c'est de vivre autrement cette expérience que de la consommer nuitée par nuitée. Donc on est sur un minimum stay pour les individuels. On est sur un minimum stay de 3 nuits. Au niveau des entreprises, c'est différent. Les besoins en séminaire sont un petit peu différents. Mais de manière générale, les entreprises ont plutôt tendance à rester entre 2 et 3 nuits. Certaines restent un peu plus longtemps. Mais l'idée, c'est vraiment de proposer des séjours qui durent un peu plus longtemps. Alors quand je parle de ça, c'est que bien sûr, derrière, il y a une stratégie tarifaire différente et on est sur du dégressif. Plus on reste longtemps et plus le tarif sera du coup impacté par une réduction qui permettra aux clients de rester un peu plus longtemps. Oui, ce qu'on peut imaginer finalement, peut-être plutôt pour les télétravailleurs freelance, de s'immerger 1 mois, 2 mois dans une destination, dans le territoire. Parce que si ce que tu n'as pas précisé, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le tarif c'est un tarif à la nuit, mais il implique aussi des services en plus, pas seulement un service d'hébergement. Effectivement. Il est important de rappeler que on met en place en fait différents services et notamment dans la maison, on équipe totalement cette maison pour le télétravail. Donc un individuel ou une entreprise qui vient chez Workpackers va retrouver dans cette maison tout un équipement, ce qu'on appelle chez nous un kit télétravail, qui va permettre de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Une personne qui vient chez nous va pouvoir retrouver un écran sur chaque bureau, un bureau privatif dans chaque chambre, un bureau privatif accessible par tous pour des visios, pour des calls. On a un espace commun qui est également aménagé et qui permet de travailler comme dans un espace de coworking. Et puis ce qui télétravail, donc comme je disais, on met en place des écrans, on met en place bureaux, des sièges de qualité. On met en place également des chargeurs, des élévateurs d'ordi, des repose-pieds, voilà, pour vraiment se sentir comme à la maison, mais en mieux. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est presque mieux qu'à la maison. Effectivement. Alors, et là, c'est tous les aspects liés au travail, mais donc on a bien parlé aussi d'environnement et de cadre de vie. Vos clients sont là pour vivre une expérience au-delà du travail. Donc, quels sont les services que vous mettez en place dans ce sens-là? Alors, créer des partenariats avec différents professionnels sur différentes thématiques. Ça peut être un avocat en droit du tourisme, un avocat en droit du travail. Ça peut être des collectifs de freelance qui viennent partager leurs expériences. Et en fait, on fait intervenir aussi dans des sessions qu'on organise, on fait intervenir ces professionnels pour qu'ils puissent partager leurs expertises, qu'ils puissent raconter leur parcours et derrière proposer à nos clients de toujours apprendre plus, de pouvoir s'imprégner en fait de thématiques et de sujets qu'ils ne connaîtraient pas ou qu'ils auraient envie en tout cas de découvrir. Donc on a aussi ce réseau de partenaires qui intervient de temps à autre dans nos maisons pour pouvoir proposer de vivre et de découvrir autre chose professionnellement parlant. Et puis on a aussi l'aspect tourisme, comme je le disais, où là on va proposer également des produits touristiques avec des partenaires locaux qui vont nous permettre en fait de proposer à nos clients de découvrir la région, de pouvoir vivre différemment un peu son tourisme. Ça peut être de la location de vélo, ça peut être des cours de surf, ça peut être des cours de yoga. Donc on met en place aussi tous ces produits annexes pour faire vivre de bout en bout une expérience, que ce soit professionnelle ou que ce soit du côté purement loisir. Et toutes ces choses-là vont permettre la productivité et l'évolution
de ses compétences professionnelles, mais aussi de vivre l'expérience côté loisir, de favoriser le partage, de favoriser les rencontres et de s'orienter clairement vers une découverte locale, découverte de la vie locale, mais de la découvrir un petit peu autrement. Oui, en fait, si je résume un petit peu, c'est comme délocaliser sa vie, pro et perso, pendant un temps donné, dans un territoire que l'on a envie de découvrir, finalement. C'est si bien dit. J'aurais pas dit mieux. Merci. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, vous avez déjà testé votre concept, vous avez déjà reçu des premiers clients. Alors, moi, je suis très intéressée de savoir que tu puisses nous raconter un petit peu les premiers retours d'expérience, justement, les premiers témoignages. Alors, ce qui a été assez incroyable, en tout cas pour nous, c'est que les installations qu'on a mises dans les maisons nous paraissaient basiques au départ. En fait, de se dire qu'on installait un bureau, qu'on installait un double écran, etc. Pour nous semblait être le B à bas. Et les premiers clients, lorsqu'ils sont venus dans la maison, qu'ils ont découvert leur chambre avec tout l'aménagement nécessaire pour le télétravail, quand ils ont découvert l'espace commun pour coworker, etc. Bah, la première réaction, c'est « Ah ouais, vous avez vraiment mis le paquet, les gars. » Donc ça, c'était vraiment une grande satisfaction, c'est que tous ces investissements-là qu'on a fait, toutes ces réflexions qu'on a eues autour du télétravail pour l'aspect productivité, a été tout de suite reconnu par nos clients et ça a été vraiment une grande satisfaction. Et également tout ce qu'on peut proposer à côté, d'aller chercher les courses, d'aller récupérer des personnes à l'aéroport ou à la station de train. Enfin voilà, toutes ces petites attentions qui font un petit peu la différence. Bah, tout de suite les clients sont vraiment contents et ça c'est pour nous c'est la plus grande satisfaction. Et oui, parce qu'il y a un élément que tu n'as pas communiqué en amont, mais en effet, il y a une personne référent Workpackers qui est hôte et qui est présent dans la maison. Également, effectivement, pardon. C'est un petit peu c'est ce qu'on appelle chez nous le host packer et effectivement, il est là pour animer, il est là pour entretenir un petit peu la vie dans la maison, pour pouvoir partager également, faire vivre ses expériences, écouter les clients et leurs besoins. Comme je le disais, s'il y a besoin d'aller chercher des cours, s'il y a besoin d'aller faire quoi que ce soit pour le client, effectivement, il y a un host qui est là pour le client, pour qu'il se sente à l'aise, pour qu'il soit vraiment constamment chouchouté. Et le client, quelque part, se sent rassuré parce que derrière, s'il a un besoin spécifique, je sais pas, s'il y a un écran qui bug ou s'il y a des problèmes de connexion internet, etc., il y a tout de suite quelqu'un pour pouvoir intervenir si besoin. Pour amener des solutions, oui. Et puis aussi, c'est quelqu'un, la personne, elle vit sur place, donc elle est totalement en connexion avec son territoire, elle peut amener les bons plans. En fait, c'est vraiment l'esprit, ça me fait penser au tout début d'Airbnb où on était, le concept qui était quand même plébiscité, c'était finalement de se retrouver à l'autre bout du monde, comme à la maison, en tout cas comme chez des amis. Et ça me rappelle vraiment... Concept qui s'est un petit peu perdu chez Airbnb et qu'on essaye nous de faire revivre en tout cas et qui nous paraît essentiel chez Workpackers. On a tellement vécu une période compliquée avec le Covid que la solitude a marqué aussi beaucoup les esprits. Et le besoin de se reconnecter, le besoin de retrouver du lien, etc., nous paraît tellement essentiel que d'avoir quelqu'un dans la maison et en plus qui connaît la région, qui peut apporter des bons conseils pour aller visiter tel endroit, pour aller se diriger vers telle personne pour un cours de surf, pour aller visiter, pour aller prendre tel chemin pour faire du vélo, etc. Enfin, voilà, toute cette connaissance de vie locale nous paraît tellement essentielle
qu'effectivement, on a besoin d'avoir cette proximité avec nos clients pour pouvoir leur apporter, comme je l'ai déjà dit, une véritable expérience et une vision à 360 entre le télétravail et puis voilà cet aspect de bien-être et découverte locale. Et comment vous faites pour créer un petit peu l'esprit de groupe? Parce que si j'ai bien compris, il y a des gens qui viennent de différentes entreprises ou de différents endroits qui ne se connaissent pas forcément. Donc au-delà de l'espace commun, au-delà de la personne aussi qui est là présente sur place pour créer du lien. Comment est-ce que vous avez d'autres éléments à partager, à nous partager? Comment est-ce que vous créez du lien entre les gens rapidement, du coup? Parce que s'ils sont là 3 jours, c'est vrai qu'il faut créer du lien assez rapidement. Le sourire. le sourire. Non, après on met en place des icebreakers qui nous permettent en fait de vraiment faire rentrer directement les clients dans une ambiance Workpackers où ils savent que chez nous, voilà, c'est la bonne humeur, c'est le partage qui va être mis en avant, et ça peut passer par des jeux, ça peut passer par un instant café quand les clients arrivent. Il y a aussi notre cuisine partagée qui nous permet de cuisiner tous ensemble. Et derrière, c'est toutes ces petites choses en fait qui permettent de créer du lien assez rapidement et qui permettent de nous mettre directement dans le bain et de se dire que voilà, je vais rencontrer du monde, je vais partager, et toutes ces petites choses voilà favorisent justement ces possibilités-là. Ouais, c'est super. Derrière, c'est une vraie expérience d'accueil finalement. C'est en ce sens-là qu'on est rapproché de l'accueil touristique. Ouais, ce qu'on aime bien, c'est que les gens puissent se présenter, puissent raconter leurs expériences. Par exemple, pourquoi ils ont choisi de vivre de façon nomade, pourquoi ils se sont mis freelance plutôt que salariés, etc. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect icebreaker qui pour nous est important et qui permet derrière de favoriser clairement les échanges. Voilà, vous créez le cadre et ensuite c'est l'effervescence du groupe qui crée de l'épanouissement, de l'évolution. C'est assez étonnant que en fait les gens d'eux-mêmes eh bien, ont cette volonté une fois qu'ils arrivent chez nous. Alors, je sais pas si c'est l'effet Workpackers, en tout cas, je nous le souhaite, mais en tout cas, les clients ont rapidement cette tendance à communiquer entre eux, à échanger, à rigoler, voilà, et à cuisiner ensemble. Et ça, c'est des choses c'est des petits moments qui sont anodins, mais qui sont tellement importants et qui permettent de repartir de là avec potentiellement de nouvelles connaissances et puis la sensation d'avoir vraiment vécu une expérience un petit peu différente. Ouais, une belle énergie et puis certainement un réseau aussi de connaissances qui se crée. Alors, si on revient à la genèse en fait du projet, quelles sont en fait pour toi, quelles ont été vos principales difficultés et les freins que vous avez pu rencontrer? Alors au niveau des freins qui ont été rencontrés clairement au démarrage, comme je le disais, c'était la partie immobilier. Sur la partie IMO, de notre côté, en phase de démarrage, ça a été vraiment quelque chose de très complexe pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, que ce soit trouver la bonne taille de maison, la bonne connectivité. Voilà, tous ces aspects-là qui ont pour nous ont été très complexes au démarrage. Et puis aussi de trouver, ça c'est pas évident, mais de trouver aussi des propriétaires qui croient au projet et qui s'embarquent avec nous. C'est pas évident en fait de faire comprendre à des propriétaires que la maison va être dédiée à des télétravailleurs, va être dédié à des groupes d'entreprises, etc. Et certains ne comprennent pas tout de suite l'objectif. Et puis d'autres, on a eu la chance notamment dans les Landes de trouver des propriétaires qui ont tout de suite cru en notre projet, qui ont tout de suite vu
le potentiel qu'il pouvait y avoir et qui eux-mêmes en fait ont vécu un petit peu cette expérience Future of Work et qui leur paraissait tellement dans l'air du temps que derrière ça nous a facilité cette opportunité ici. Mais effectivement, c'est l'immobilier en tout cas, c'est l'un des principaux freins qu'on peut rencontrer dans le développement de Workpacker. Et comment est-ce que tu penses qu'on peut lever justement ces freins? C'est-à-dire, quelle est ta vision du Future of Work? Qu'est-ce que tu as envie de communiquer avec cette expérience entrepreneuriale et à qui, en fait? Quelle est un peu votre vision et votre mission, du coup? La vision, en tout cas, je vais peut-être aussi revenir un petit peu sur l'un des freins qui va permettre de rebondir aussi sur ta question. C'est l'un des freins aussi, c'est dans le Future of Work, il y a une appréhension. Il y a une appréhension du public et notamment des entreprises qui ne sont pas encore au fait de ce qui peut se faire en termes de Future of Work. On rencontre pas mal d'entreprises qui ne comprennent toujours pas le besoin de leurs salariés en termes de télétravail. Le besoin de retrouver un petit peu cet équilibre vie pro, vie perso. Et derrière, on a vraiment ce besoin d'éduquer le marché, que ce soit tous les acteurs en présence sur nos sujets, que ce soit des entreprises comme Coop, comme Naboo, comme Remoter par exemple. Toutes ces entreprises-là ont un rôle essentiel dans l'éducation qu'on peut avoir sur les sujets du Future of Work. Et du coup, notre vision, elle est là, elle est sur comment on peut amener les entreprises à bien comprendre qu'aujourd'hui, le salarié a besoin de vivre différemment son expérience travail. Il n'a plus forcément besoin d'être au bureau, de perdre un temps incroyable dans le métro, etc. pour bien travailler. En fait, il existe une multitude de lieux, une multitude de solutions pour vivre différemment cette expérience-là télétravail. Et du coup, je pense que l'un des principaux enjeux pour nous à venir, c'est vraiment de démocratiser cette façon de travailler, démocratiser ces tiers-lieux qui peuvent exister comme le nôtre et comme tant d'autres, et derrière d'avoir cette volonté, en tout cas cette volonté de partager et de faire comprendre que travailler à distance, le télétravail n'est pas égal à je travaille depuis la maison. Le télétravail, c'est vraiment de redonner ce sens, en tout cas, à la mobilité professionnelle et de retrouver cet équilibre vie pro, vie perso. Donc, on a vraiment cette volonté de démocratiser ces sujets-là. D'arriver à les convaincre du fait que aussi le salarié va gagner en performance, finalement. Exactement. D'ailleurs, ça passe beaucoup par toutes ces installations qu'on met en place dans la maison et qui rassurent les entreprises. On sait que quand on propose à une entreprise et à leurs salariés de venir travailler depuis chez nous, ils vont retrouver un cadre bien spécifique pour justement cette productivité. Ils vont pouvoir améliorer leur productivité parce qu'ils sont dans un environnement, dans un cadre qui leur convient. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress de la ville, il n'y a pas tout ce bruit parce que chez nous, hormis le chant des oiseaux, il y a ce calme ambiant, il y a cette sérénité qui nous permet clairement de travailler différemment, de travailler reposé et en toute sérénité. Et ça, c'est des choses qui, petit à petit, font sens pour les entreprises. Elles comprennent que, effectivement, en fait, il y a les installations nécessaires, il y a la connectivité nécessaire pour pouvoir travailler et qui, derrière, rassure les managers, rassure les directions, rassure aussi les RH parce que derrière, il y a une vraie problématique, c'est garder les talents en entreprise. Et garder les talents en proposant uniquement de venir au bureau, ça marchera plus. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de garder les talents, mais différemment et en proposant des solutions comme le télétravail
Et ça passe par la mise en place d'abonnements dans des coworking, ça passe par des propositions de tiers-lieux comme Workpackers. Enfin voilà, il y a plein de solutions qui peuvent exister et qui petit à petit va prendre place de toute façon dans les entreprises. C'est indéniable. Est-ce que vous avez structuré un petit peu justement cette démarche de conviction des entreprises? Quels sont vos premiers clients? Comment vous les avez séduits? Est-ce que du coup c'est plutôt des télétravailleurs d'entreprise justement, où là je pense que du coup il y a eu un argumentaire auprès des RH, ou est-ce qu'au départ pour justement faire la preuve du concept et convaincre, vous êtes plutôt sur des cibles un peu indépendantes? Quelle est finalement votre stratégie de lancement? Alors les premiers clients qu'on a touchés, c'est essentiellement en fait des entreprises qui avaient déjà un petit peu cette culture-là, cette culture remote ou cette culture hybride. On a eu des clients en fait qui sont salariés, mais qui ont déjà un petit peu cette possibilité d'avoir quelques jours de télétravail par-ci par-là, ou qui étaient clairement en full remote. Et ce qu'on constate là de plus en plus, c'est que malgré tout, il y a de plus en plus d'entreprises qui comprennent ces enjeux-là et qui permettent à minima de télétravailler 2 à 3 jours par semaine. Et ces clients-là, du coup, ont déjà un petit peu cette fibre et cette bougeotte pour pouvoir aller télétravailler un petit peu depuis des lieux différents. Donc, on a eu effectivement des clients qui étaient déjà finalement dans cette mouvance-là. Et au niveau des entreprises, l'idée c'est de leur faire comprendre clairement que s'ils viennent chez Workpackers, leurs salariés ne vont pas perdre en productivité, ne vont pas perdre en efficacité, et que derrière, en termes d'argumentaire, en termes de propositions de valeur, on leur montre clairement toutes les installations qu'il y a dans la maison. On leur montre le niveau de connectivité, ça c'est très important. Il y a pas mal d'entreprises qui demandent, et ça je trouve qu'elles ont raison de le faire, qui demandent la capacité et la puissance de la connexion Internet. Et ça, je trouve que c'est un élément important. On a eu des exemples sur Instagram ou autres de producteurs de contenu qui essayaient de faire des lives dans des lieux très sympas, mais derrière le live buguait complet parce qu'en fait la connexion n'est pas suffisante. J'ai envie de leur dire, venez chez Workpackers, vous allez voir, la connexion est vraiment au top. C'est des arguments que les entreprises ont raison de demander. C'est la qualité de la connectivité, parce que si on est plusieurs à faire une réunion en visio, on a vite fait de consommer de la bande passante. Et derrière, il faut que nous on soit garant de cette qualité de service-là. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on rassure les entreprises sur le niveau de connexion, sur les installations. Et ça, c'est aussi notre proposition de valeur auprès des entreprises. Et alors moi, je suis curieuse, il y a un point qui me pose question aussi. Comment les entreprises accueillent aussi votre valeur ajoutée en termes, tu as parlé de slow tourisme tout à l'heure, mais en termes de découverte d'un territoire, d'amener aussi tout ce côté plus tourné vers le sens et la vie personnelle. Est-ce qu'il y a un écho dans les entreprises sur ce point? Alors, de manière très surprenante ou pas d'ailleurs, mais les entreprises ont un besoin de retrouver aussi des valeurs, que ce soit au niveau de la RSE, on en entend beaucoup parler, que ce soit les entreprises ont besoin d'être aussi en adéquation avec le besoin des salariés, qui sont très souvent porteurs aussi de certaines valeurs, et les entreprises reçoivent plutôt bien ce message de slow tourisme, parce que derrière il y a vraiment cette volonté de consommer différemment sa vie professionnelle, mais aussi son expérience personnelle. Et le fait derrière dire aux entreprises, par exemple depuis les Landes
enfin depuis Paris pour venir jusque dans les Landes, si on prend un train jusqu'à Dax, on est dans le coin en 3 heures, en 3 heures et demie. Et derrière, bah voilà, on a un impact carbone qui est cohérent. On a voilà toutes ces choses-là qui permettent aussi de se retrouver en phase avec toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, et qui fait sens. Et de proposer du slow tourisme aux entreprises, bah, c'est aussi de faire transmettre le message que on ne vient pas dans un endroit juste pour le consommer et repartir. On vient pour vivre différemment cette expérience-là, et on sait clairement que les salariés qui viennent chez nous bah, sont là pour se ressourcer, sont là pour vivre localement, et derrière ça a un impact clair sur la productivité. Là, vous commencez à avoir une petite communauté qui se crée entre les entreprises, les clients, les télétravailleurs. Comment vous faites vivre votre communauté aujourd'hui ? Comment vous connectez les gens ? La communauté aujourd'hui, elle vit essentiellement par nos réseaux sociaux, où là on essaye d'être très dynamique sur les échanges. On essaye de créer toujours du lien par nos réseaux, et puis on est en train aussi de mettre en place un outil communautaire pour permettre les échanges entre les différents clients. Donc à suivre alors. À suivre, à suivre. Est-ce que tu peux peut-être nous citer pour toi un exemple d'entreprise que tu trouves pionnière en matière de Future of Work? On avait discuté avec une entreprise tout au début de notre aventure Workpackers, une entreprise qui s'appelle Assess First, qui est une entreprise qui est vraiment très intéressante dans sa façon de fonctionner au niveau remote. Donc c'est une entreprise qui est full remote et qui propose à ses salariés de vraiment vivre cette expérience-là, travail d'où ils le veulent. Et il y a des solutions qu'ils mettent en place qui sont vraiment intéressantes. Ils ont un onboarding très intéressant de leurs nouveaux collaborateurs. Il y a vraiment toute une stratégie vraiment cohérente autour de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas eu peur de proposer ça et de se mettre directement dans le bain du remote, parce que derrière, quand c'est fait de façon cohérente, quand c'est bien structuré, bah derrière, les salariés s'embarquent clairement dans cette dynamique-là. Et donc ça, c'était un exemple Assess First qui est très parlant, parce que derrière, la direction a su clairement embarquer les salariés dans cette mouvance-là, et ça se fait de façon très naturelle. Ils ont des salariés qui peuvent bosser depuis la Réunion, depuis le sud de la France ou que sais-je, et derrière, est-ce qu'il manque de productivité? Je ne crois pas. Quand on voit les différents échanges des salariés sur LinkedIn, il y a vraiment une dynamique et un effet positif dans leur façon de fonctionner. Mais ça demande, et c'est un exemple à suivre, mais ça demande d'être dans une cohérence et une stratégie vraiment bien menée pour pouvoir vivre cette expérience jusqu'au bout. Il faut pouvoir être cohérent jusqu'au bout dans sa façon de fonctionner, dans l'accompagnement, dans comment j'embarque mes nouveaux collaborateurs dans cette façon de fonctionner, qui n'est pas forcément toujours évidente au début. Et donc il y a vraiment toutes ces choses qui ont été mises en place en interne et qui doit, je pense, servir d'exemple à un certain nombre d'entreprises. Oui, et qui amène des outils en effet au quotidien, ouais. et aussi certainement, alors je connais pas particulièrement cette entreprise, mais des moments spéciaux dédiés à la rencontre physique entre leurs collaborateurs, et qui prennent du coup encore plus de sens que lorsqu'ils se voient tous les jours finalement. Effectivement. Et c'est pour ça aussi que nous, on s'oriente beaucoup vers les entreprises en termes de clientèle. Parce que derrière ce besoin de se retrouver, si on vit une expérience full remote,
et que chacun est de son côté toute l'année, ça n'a pas forcément de valeur ajoutée. On perd ce lien avec les collaborateurs. C'est bien de se faire un Slack de temps en temps, mais au final, il y a aussi ce besoin de se retrouver, besoin de créer. On reste des humains. On reste des humains, effectivement. Donc il y a vraiment ce besoin de se retrouver, de partager des moments. Et c'est pour ça que chez Workpackers, on propose aussi des off-sites pour se retrouver, pour passer quelques jours ensemble dans un cadre sympa et derrière continuer ou en tout cas renforcer ce lien entre les différents collaborateurs. Alors du coup, on va arriver vers la fin de cet épisode. Mais quelles sont vos perspectives pour le futur? L'aventure Workpackers ne fait clairement que commencer. Et est-ce que vous avez déjà des idées d'évolution que vous souhaiteriez partager? Alors clairement oui. On a des nouveaux produits sur lesquels on est en train de réfléchir et certains ont déjà été lancés. Je pense notamment à des séjours thématiques où en fait on va dédier une semaine complète à la découverte du surf, à l'initiation du surf. Et donc l'idée c'est de proposer des séjours télétravail surf, télétravail yoga et puis de créer vraiment des séjours thématiques où en fait on se retrouve sur des choses qu'on aime, qui nous passionnent ou qu'on a envie de découvrir. Et un autre produit qui nous tient à cœur, c'est un séjour dédié à l'entrepreneuriat féminin. Des séjours spécifiques où les femmes vont pouvoir se retrouver, parler entre elles, parler de leurs expériences et en complément de ça, on va inviter des professionnels, des femmes qui vont raconter leur parcours entrepreneurial. Mais on va vous suivre sur toutes ces belles aventures pour l'année 2023. Il me reste vous souhaiter forcément le meilleur à venir. Si tu devais résumer, qu'est-ce que tu aurais envie de communiquer en fait aux personnes qui nous écoutent, qui sont justement dans cette industrie du tourisme, et quels sont tes 3 mots-clés? Travailler, partager, explorer. Si j'avais 3 mots, c'est vraiment cela. Et je pense que si y a quelque chose qu'on doit retenir, c'est qu'aujourd'hui on peut vraiment travailler d'où on veut. On a vraiment cette possibilité-là, donc vraiment, il faut pas hésiter, travailler d'où vous voulez et vivre une expérience, redonner du sens à nos vies, c'est, je pense, le plus important. Peut-être que l'industrie du tourisme doit être pionnière en la matière, puisqu'elle a tout à y gagner. Et donc d'intégrer aussi toute cette nouvelle façon de travailler avec leurs salariés. C'est vrai. Les professionnels du tourisme ont tout à y gagner, que ce soit les acteurs locaux, les prestataires d'activités. On accompagne d'ailleurs les territoires sur l'expertise un petit peu sur ces sujets-là. Aujourd'hui, si on veut attirer cette nouvelle cible de clientèle, il faut créer des synergies entre les différents acteurs. Il faut pas se détacher et tout faire dans son coin. Il faut vraiment vivre et co-construire un produit, parce que je pense que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on fait grandir aussi son entreprise. C'est de partager et de pouvoir vraiment tisser ces liens entre les différents acteurs. Proposer des activités, ça se fait en lien avec les prestataires existants. Proposer aussi que les hébergeurs comprennent que la tarification doit être différente. Le slow tourisme est clairement aujourd'hui en train de s'installer et il faut clairement revoir sa stratégie tarifaire pour que derrière ce soit en cohérence avec ce besoin de rester plus longtemps sur place. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses où les différents acteurs doivent comprendre que de toute façon les télétravailleurs, les freelances, les digital nomades vivent et consomment différemment ce voyage, et que derrière il faut répondre à ces enjeux, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient en termes d'expérience et tout ça. Il faut vraiment repenser ces stratégies un petit peu différemment.
Merci Jonathan, c'était passionnant. Je suis ravie de t'avoir accueilli sur les Sherlock du voyage. Merci beaucoup, Carole. À bientôt. À bientôt. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux, ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocksment vôtre!